Bien. Mesdames et messieurs, pour notre dixième séance du cours Expérience et vérité, après avoir entendu la semaine dernière Sévan Garilian qui a posé la question de la vérité dans le champ du droit et de la politique, à travers ce qu'elle nous a dit de la mission Condor. Moi, je n'étais pas là, mais j'ai pu en bénéficier dans un second temps. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir, en votre nom à tous, le professeur Jacques Besson, qui est professeur honoraire de psychiatrie communautaire à Lausanne et qui est, en particulier, addictologue. Ça fait 36 ans maintenant, depuis la soutenance de sa thèse, qu'il s'intéresse aux questions relatives à la théologie. C'est pourquoi cet intérêt n'est pas d'hier, et nous sommes heureux de l'écouter, de l'entendre et de pouvoir discuter avec lui sur les neurosciences, neurothéologie, les neurosciences de la spiritualité. À toi la parole. Merci Ghislain. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est un plaisir d'être parmi vous pour parler de neurothéologie. Alors, j'ai sous-titré les neurosciences de la spiritualité parce que ça explique un peu déjà ce que c'est que la neurothéologie. Et puis, j'ai fait un clin d'œil à Ghislain Waterloo parce que la conférence a lieu dans un bâtiment de sciences naturelles. J'ai dit que c'était prophétique parce que je pense que dans une génération, la théologie deviendra une science naturelle. Mais vous allez voir pourquoi. Alors effectivement, j'ai fait toute ma carrière en psychiatrie communautaire, des populations vulnérables, etc. Et je me suis passionné pour les addictions. J'ai par exemple travaillé comme médecin responsable de l'Armée du Salut à Lausanne, où j'ai vu des populations vulnérables qui étaient très prises par les substances, alcool, drogue. Et j'ai vu ce que c'est qu'une approche holistique, médicale, psychiatrique et sociale, incluant la spiritualité, puisque l'Armée du Salut offrait comme option une approche spirituelle pour les patients alcooliques, et on avait des contacts avec les alcooliques anonymes, qui, comme vous le savez, est un mouvement spirituel et non religieux. Donc, j'ai fait mes premières armes comme chef de clinique à l'Armée du Salut, et les copains disaient « ça va, Besson », parce que ce n'était pas très prestigieux, pendant que les autres se faisaient s'acheter des BMW en chirurgie esthétique. Moi, voilà, je faisais autre chose. Bien, donc l'addictologie est une science complexe qui exige une réponse collective, et c'est ce type de pathologie de la modernité, comme l'agression ou la dépression ou la migration ou la violence, qui nécessite une transdisciplinarité. Vous ne pouvez pas faire d'addictologie si vous n'avez pas des notions de biologie, de pharmacologie, de neurosciences, de psychothérapie, d'épidémiologie, de droit, d'économie et de politique, puisque j'ai siégé plus de 10 ans à la Commission fédérale drogue, et je peux vous dire qu'il y a du sport. Et c'est moi qui ai introduit la prescription médicale d'héroïne dans le canton de Vaud. Voilà, j'avais un gilet en Kevlar pendant quelques années, donc voilà, c'est pas facile. Donc la transdisciplinarité, elle ouvre des portes à l'intelligence collective. On est plus fort ensemble pour aborder les grands sujets. Et comme l'a dit Ghislain, j'ai fait ma thèse sur les rapports entre psychanalyse et religion en 1986, notamment par ma thèse sur la correspondance que se sont échangées Sigmund Freud et le pasteur Oskar Pfister entre 1909 et 1939, la plus longue correspondance de Freud, qui est restée très méconnue du public à cause de la laïcité française. Mais les œuvres d'Oskar Pfister ont été traduites en 2014 aux éditions du Cerf. Donc il a fallu 105 ans pour avoir une traduction en français de Pfister. C'est juste pour vous dire la francophonie a ses limites. Voilà, donc je m'intéresse à tout ça depuis longtemps. Alors, puisqu'on est au milieu universitaire, je vais faire l'exercice fastidieux, mais c'est seulement une dia, des définitions. J'aimerais rappeler, je pars du principe que vous venez plutôt des sciences humaines, donc je fais quelques définitions simples pour un public débutant. Voilà, alors les neurosciences, dans le fond, vous retrouvez la notion d'intelligence collective. C'est un ensemble de sciences qui part de la biologie moléculaire, qui va jusqu'à la clinique,
en passant par la génétique, l'imagerie cérébrale, la psychopharmacologie, la neurologie et la psychiatrie. Donc une transversale, on oserait presque dire, tellement qu'il y a de publications, il y a 20 000 publications par semaine en neurosciences, donc on pourrait parler d'une galaxie de savoir. Les théologiens qui sont dans la salle vont me crucifier, j'en suis conscient, mais j'étais obligé à la faculté de médecine de faire des définitions simples si je ne voulais pas être lapidé par la faculté en parlant de spiritualité et de religion. Donc, je définis pour les étudiants en médecine la spiritualité comme, et chaque mot compte, un besoin naturel et universel de lien et de sens, religieux ou non. Voilà. Définition pour étudier en médecine, 2e année. Alors la religion, c'est encore pire. S'il y a des théologiens dans la salle, là, ils vont carrément m'écharper direct. Mais pour les étudiants en médecine, je leur dis, c'est la réponse culturelle aux besoins naturels, avec des traditions, des institutions et de grands médiateurs, M majuscule, Jésus, Bouddha, Mahomet, Krishna, et la liste est longue. Et là encore, plus ou moins de spiritualité. Quand vous envoyez votre jumbo jet dans le World Trade Center, ce n'est pas très spirituel, par exemple. Et puis, alors, le mot neurothéologie, je le définis de la manière suivante. C'est une nouvelle science interdisciplinaire au carrefour des sciences naturelles et des sciences humaines qui concerne les objets spirituels et religieux. Ça va? Ghislain, ça passe? Je crois. Vous n'allez pas me caillouter? Sans crucifixion jusqu'à présent. Bon, alors c'est... Voilà. Alors, tout commence avec les chamans. Il y a, on ne sait pas très bien, mais on va dire de nombreux milliers d'années. Parce que, on va le voir, à l'aube de l'humanité apparaît la conscience réflexive. Les primates quittent la conscience affective et l'intuition de la vie naturelle et se posent des questions sur les origines, le devenir, le sens, la hauteur, la profondeur, la largeur. Et l'humain va devoir affronter l'angoisse fondamentale. C'est le propre de l'humain. C'est de quitter la conscience animale, d'accéder à la conscience réflexive. Le prix à payer, c'est l'angoisse. Être chassé du paradis, s'il y en a qui ont lu la Genèse. Quitter la condition naturelle, accéder à une condition culturelle avec ses énigmes. Et très vite s'organise l'univers entre le monde visible et le monde invisible. Et c'est là que vont intervenir les chamans, qui sont les premiers prêtres des peuples premiers, qui vont permettre de passer d'un monde à l'autre, de passer du visible à l'invisible. Et pour ce faire, ils vont utiliser très largement les psychédéliques, des substances psychoactives qui modifient la conscience et qui ont, on verra ça plus tard, des capacités et des vertus entéogènes. Ils permettent de voir les dieux. Alors, comme addictologue, j'ai vu pas mal de patients qui avaient vu Dieu, je dois vous le dire tout de suite. Puis vous connaissez la blague. Le gars qui dit « j'ai vu Dieu ». « Ah, il est comment ?» Il dit « oh, elle est noire ». Bon, c'est une blague pour médecins parce qu'ils ne connaissent pas la théologie. C'est l'avantage d'être interdisciplinaire. Voilà. Depuis l'aube de l'humanité, il y a une tension entre le prêtre et le médecin. Chez les peuples premiers, cette tension n'existe pas parce que le chaman est à la fois prêtre et médecin. Il faudra attendre la Grèce antique et le culte d'Asclépios, dieu guérisseur, dieu chamanique si vous voulez. Il y avait des cultes d'Asclépios où on buvait pas que de l'eau,
Et il y avait une caste sacerdotale qui étaient les prêtres asclépiens. Or, Hippocrate était prêtre d'Asclépios, ce qui est peu connu. Et avec son expérience clinique, en observant les malades qui venaient à sa consultation, c'était une consultation asclépienne, mais une consultation, il fait des observations et il tente une première catégorisation qu'on pourrait qualifier de taxonomique ou d'épidémiologique ou de phénoménologique, en classifiant les humeurs, les biles, les mécanismes des maladies. Et ce sera le début de la médecine scientifique. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a d'autres médecins dans la salle, mais en tout cas, dans le canton de Vaud, on fait le serment d'Hippocrate quand on reçoit son droit de pratique. En France aussi. Je trouve que c'est une très belle chose, personnellement. Alors, le christianisme, puisqu'on est quand même dans une faculté de théologie, est quand même marqué par les guérisons et par l'exorcisme. Je rappelle quand même que si on lit l'évangile de Luc, je ne sais pas par cœur, mais je sais qu'il y a quand même, il y a beaucoup de guérisons dans l'évangile de Luc. On me dit qu'il y en a 73, c'est juste? Je ne sais pas. C'est quelque chose comme ça, hein? Ouais. Et il faut chasser les esprits. On retrouve ça dans le chamanisme. Il faut extraire des mauvais esprits et recouvrir l'âme. Et dans le fond, l'exorcisme chrétien procède du même mécanisme. Il s'occupe des traumatismes, des carences, des négligences, des abus, et on remet de la culture, de l'amour, du lien communautaire et aussi du lien avec le Créateur. Donc, vous avez dans l'exorcisme chrétien les racines chamaniques, mais vous allez aussi avoir, évidemment, l'évolution communautaire, ecclésiale, sacerdotale, de tout ce qui est guérisseur au christianisme. Alors, nous sommes en protestantisme, mais j'ai eu la chance de rencontrer Raphaël Picon, qui est malheureusement décédé, mais qui avait écrit un magnifique livre à Paris, un protestant qui avait écrit un livre qui s'appelle « Délivre-nous du mal ». Il montrait comment l'exorcisme est contemporain au protestantisme également. Et puis, je collabore avec les diocèses en Suisse romande, et je collabore avec les exorcistes actuellement. Donc, il y a du monde, il y a beaucoup de demandes, et on est encore là dans une représentation, dans une vision du monde qui intéresse les gens. Il y a plusieurs demandes par jour d'exorcisme en Suisse romande. Et il y a une recommandation du pape François que tous les diocèses aient un prêtre exorciste spécialisé, et il y a une recommandation du Vatican qu'il collabore étroitement avec un psychiatre chrétien. C'est à ce titre que je travaille depuis plus de 10 ans dans ce domaine. On a fait des petites statistiques qui ont montré que 80% des demandes d'exorcisme sont, dans le fond, des choses assez banales, des insomnies, des scrupules, des mauvaises fortunes, et ainsi de suite. Il y a 18% de cas franchement psychiatriques, des schizophrènes, des épileptiques, et ainsi de suite. Et il y a 2%, Ghislain, de mystère. Voilà. Alors on pourra en parler dans la discussion si vous voulez, mais c'est assez chaud, hein? Voilà. Alors le siècle dit des Lumières a beaucoup obscurci les choses, à mon avis, parce qu'on a exclu beaucoup de choses et on a affirmé, dans le fond, le positivisme comme une valeur centrale. Vous vous rappelez sans doute Lavoisier de Napoléon, et Napoléon lui dit « Et Dieu dans tout ça? Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Voilà, la science triomphante, telle qu'on l'aime. Hein? Bon, au XXe siècle, c'est la psychanalyse qui va s'occuper finalement de l'invisible, puisqu'on cantonne, en tout cas en psychanalyse freudienne, l'invisible dans l'inconscient. Et en psychanalyse et en psychiatrie, c'est la découverte de l'inconscient qui va faire sortir ce qui était caché, ce qui était invisible. Et grâce à la découverte de l'inconscient, le visible redevient, ou l'invisible redevient visible. Donc voilà, petit parcours pour marquer les rapports entre la foi et la science depuis l'aube de l'humanité. Ça va? Vous préparez pas encore le gibet, non, ça va aller.
Ouais, bon. Je plaide non coupable. Tout est enregistré. D'accord. Alors, Asclépios, on le voit à gauche, Dieu guérisseur, il porte déjà le symbole de la caducée. Vous reconnaissez le serpent, qui est évidemment très important, puisque le serpent est un animal symbolique qui occupe à peu près toutes les religions. Mais et bien sûr, ces poisons sont thérapeutiques à petite dose. Paracelse, ça dit, c'est la dose qui fait le poison. Vous avez dit vin blanc? Et puis Hippocrate, voilà, mon patron. Alors, les rapports entre psychanalyse et religion sont assez rudes. D'abord, Sigmund Freud lui-même se veut résolument athée. Il a passé toute la fin de sa vie, de 1912 à 1936, Freud fait de la théologie. Vous en êtes conscient? La psychanalyse, ça fait un moment qu'il voit à peu près ce que c'est, mais ce qui l'intéresse, c'est le malaise de la civilisation, c'est l'avenir d'une illusion, c'est totem et tabou, Moïse et le monothéisme, ce qui était une très mauvaise idée, parce qu'au moment où les Juifs sont maltraités en Allemagne, il va encore détruire le mythe de Moïse en en faisant un Égyptien disciple d'Akhénaton, n'est-ce pas? Donc, c'est pas très sympa. Donc, Freud, tranché. Et puis, peu connu, Oskar Pfister, qui était un ami de Jung, est présenté à Freud en 1909. Et ils font une promenade de 4 heures dans les jardins du Belvédère à Vienne, et c'est le coup de foudre de Pfister pour Freud. Et Freud est très étonné d'avoir un pasteur protestant admirateur de la psychanalyse. Ils vont devenir amis au point que Pfister sera le parrain d'Anna Freud. Il ira régulièrement à Vienne avec des cadeaux dans les bras. Et Freud espère discrètement que Pfister, Jung et tous les gens du Burgosli à Zurich vont pouvoir importer la psychanalyse qui est encore très viennoise et très juive. Donc il y a aussi une intention politique chez Freud d'avoir des amis protestants qui essayent de comprendre et de diffuser le mouvement psychanalytique. Et moins connu, quand Freud écrit L'avenir d'une illusion, dans une lettre, il écrit au pasteur Pfister qu'il est désolé, qu'ils se sont obligés d'écrire ce livre et qu'il va probablement le blesser. Alors, Pfister répond que non, il n'y a rien qui le blesse, que de toute façon, il n'y a pas de meilleur chrétien que Sigmund, et que le peuple juif est admirable. Enfin, il fait beaucoup d'éloges à la pensée juive et psychanalytique. Et Freud est assez touché, et il dit, mais vous savez, nous autres psychanalystes, nous nous contentons des joies de la satisfaction. Et nous laissons, comme le dit le poète Heine, le ciel aux anges et aux moineaux. Beau les lettres, hein? Mais, quand même, dans une lettre, 1909, c'est tout au début, Freud a une intuition géniale. Il dit « Je n'ai pas la chance, comme vous, d'être prêtre. Mais je n'avais jamais songé, pour ma part, que l'on pût conduire le transfert jusqu'à Dieu. » Alors moi, ça m'a complètement flashé. Conduire le transfert jusqu'à Dieu. Vous imaginez les enjeux? Le transfert entre le patient et le thérapeute peut être conduit sur des objets culturels et spirituels. Et c'est la naissance de la neurothéologie. C'est là que j'ai commencé. Il faut dire aussi que Carl Gustav Jung ouvre le conflit avec Freud dès 1912. Pourtant, ils étaient allés aux États-Unis et sur le bastingage du paquebot qui les amène à New York, Freud dit à Jung, « Nous leur apportons la peste. » Bon, ils étaient un peu gnostiques, hein, les copains. Et puis, voilà. Il y a même des textes peu connus. Vous savez qu'il y a des archives Freud qui sont verrouillées jusqu'en 2040, je ne sais pas combien. Elles sont dans un bunker aux États-Unis et elles s'ouvrent progressivement.
J'ai la chance de suivre l'ouverture des archives Freud. Il y a des textes sur Freud et Lucifer qui ne sont pas tristes. Hein. Bon, je vous laisse faire vos petites études personnelles. Donc Jung va montrer un conflit avec Freud sur la question du spirituel, très précisément. Il ne conteste pas l'origine de la psyché dans la pulsion, et notamment dans la pulsion psychosexuelle, la différenciation, le développement, mais il voit aussi dans le moi des pulsions culturelles et des pulsions spirituelles. Il y a pour Jung pas seulement un inconscient individuel, mais un inconscient collectif qui est construit depuis des milliers d'années par l'humanité. Et cet inconscient collectif forge des archétypes, des images très fortes, qui vont orienter la culture et le monde des idées. Et ça passe à travers, bien sûr, les symboles, l'homme et ses symboles. Il y a toute l'histoire de l'alchimie qui est très ancienne. Si vous lisez Mircea Eliade, vous savez que l'alchimie nous vient des forgerons, puisque l'idée, c'est de faire chauffer la terre pour faire sortir des graines de métaux, l'or, et voilà. Donc les alchimistes sont d'anciens forgerons, et les alchimistes, avec Paracels, vont évidemment devenir des chimistes et des pharmacologues. Les Paracelsica, c'est un livre important de Jung pour ceux que ça intéresse. Et puis, malgré tout, il y a quand même une lueur théologique en psychanalyse en France, puisque Jacques Lacan, peut-être le savez-vous, avait un frère, François Lacan, qui était le père supérieur de l'abbaye des Bénédictins de Nice. Et ils avaient des conversations théologiques très poussées entre psychanalyse et catholicisme. Et Jacques Lacan a écrit un livre, Le triomphe de la religion. Bon, il cite Dieu comme le bouche-trou, hein, autour de la théorie du manque, enfin tout ce qu'on sait en psychanalyse lacanienne. Mais quand même, dans le fond, la structure qui permet d'affronter le manque, c'est l'autre, le grand autre, A majuscule. Et il écrit un livre qui s'appelle Le nom du Père, qui évoque toute la fonction symbolique. Et dans le fond, Lacan est un crypto-catholique, à vrai dire. Voilà, pour faire plaisir aux Français, si on en a dans la salle. Et puis, je citerai encore Viktor Frankl, qui est peu connu en francophonie, que j'ai découvert assez récemment dans les années 2000. Viktor Frankl est un neurologue psychanalyste contemporain de Freud. Il vit à Vienne. Et contrairement à Freud, qui se fait exfiltrer à Londres, Frankl, par loyauté pour sa femme enceinte, ses deux frères et sœurs et ses vieux parents, reste à Vienne et se fera déporter à Auschwitz. Toute sa famille sera gazée, sauf lui. Il écrit une magnifique autobiographie, Ma vie dans les camps, et il observe le camp d'Auschwitz avec les yeux de la psychanalyse. Et il fait un constat. L'humain a une volonté de sens. Il n'y a pas seulement un inconscient sexuel, il y a un inconscient spirituel. Si on refoule les besoins spirituels, on n'a pas une névrose individuelle comme dans la psychanalyse freudienne. Si on refoule le besoin spirituel, on provoque une névrose de civilisation qu'il appelle névrose noogène, du nous en grec, qui veut dire l'âme. Et cette névrose de civilisation, elle produit un symptôme central, qui est le vide existentiel. Nous y sommes. Nous y sommes. Et les trois symptômes majeurs du vide existentiel, ce sont la dépression, l'agression et l'addiction. Si vous prenez les statistiques de l'OMS au niveau mondial, les plus grands problèmes de santé mondiale sont des problèmes de santé mentale aujourd'hui. Dépression, bien sûr, agression, ouvrir le journal, et addiction, il y a du monde.
20% des Suisses boivent trop, 30% fument du tabac, 15% prennent des tranquillisants, 30% des gamins prennent du cannabis sous une forme ou sous une autre, 3% de la population prend de la cocaïne, 1% de l'héroïne, c'est beaucoup. 3% des Suisses sont des joueurs pathologiques. On ne connaît pas le nombre des joueurs excessifs, mais si vous étendez les statistiques au gaming, aux jeux vidéo et à la dépendance à l'Internet, il y a du monde. Les addictions sont des distractions. Elles nous dévient de l'essentiel. C'est ça le vide existentiel. Alors, Frankl va fonder une école de psychothérapie qui s'appelle la logothérapie. La thérapie par le sens. Il prend le mot logos au sens énarchète et logos de l'évangile de Jean. Donc la parole, le sens, la lumière du monde. Donc on peut soigner par le sens. Et il a écrit des manuels de techniques, pour ceux qui s'intéressent, je peux donner des références, qui sont notamment l'autodistanciation et l'autotranscendance. Frankl est juif, il est empreint de judaïsme, c'est une théologie qui est croisée d'immanence, on est au monde, et de transcendance, il y a plus grand que nous. Et s'en remettre à plus grand que nous, c'est thérapeutique. Voilà les travaux de Frankl qui m'ont personnellement marqué. Voilà, Freud, et puis mon ami Oscar Pfister, une belle moustache. Il a eu plein d'ennuis avec les psychiatres, Oscar, parce qu'il était psychanalyste, non médecin. Alors, il y a eu des bringues à Zurich et tout, et ça a créé un schisme. Et un livre de Freud sur la question de l'analyse profane, c'est-à-dire l'analyse par les non-médecins. Donc on a dû créer en Suisse une société de psychothérapie médicale par opposition à la société de psychanalyse qui acceptait les non-médecins. Donc c'est des personnages qui ont marqué leur époque. Hein. Et c'est des questions actuelles. Hein. Neurothéologie. Je regarde ma montre, hein, Ghislain. Vous me dites hein, si je déborde. Les prémices, deuxième moitié du XXe siècle. Les débuts de la neurothéologie, c'est d'abord la question de la dominance hémisphérique. La dominance hémisphérique, c'est l'observation que nous avons deux hémisphères asymétriques qui n'ont pas les mêmes fonctions. De manière générale, disons 90% de la population a une dominance hémisphérique gauche, en étant droitier. Puis le reste, une dominance hémisphérique droite, en étant gaucher. Mais un certain Sperry, qui dans les années 50 avait reçu l'autorisation de faire des opérations de neurochirurgie pour les épileptiques qui étaient en danger de mort quand ils faisaient des grands mal épileptiques qui se généralisaient dans tout le cerveau, a fait des opérations où il séparait les deux hémisphères. Donc ils étaient chirurgicalement séparés. Et ça a permis à toute une génération de neuropsychologues de voir l'activité spécifique d'un hémisphère ou de l'autre. Et c'est là qu'on a pu découvrir des choses qui ont passé dans le grand public, que l'hémisphère gauche est plutôt rationnel et analytique, et que l'hémisphère gauche est plutôt artistique, synthétique et intuitif. Je vous montrerai une image. Deuxième prémisse, des travaux d'électroencéphalographie. Avec l'EEG, on a regardé ce qui se passait quand les gens font de la méditation, de la prière, de la relaxation, et ainsi de suite, et on voit qu'il y a une amélioration des tracés EEG. Mais il y a un mystère qui n'est toujours pas résolu, c'est le rôle de l'épilepsie temporale. L'épilepsie, il y a soit le petit mal, les absences, soit le grand mal, vous faites des convulsions, puis l'ambulance vient vous chercher, soit des épilepsies partielles. On peut faire une épilepsie visuelle, par exemple, vous avez des hallucinations visuelles, puis une épilepsie auditive, pour entendre une symphonie de Beethoven. Et puis l'épilepsie temporale est une épilepsie particulière. Au CHUV, j'ai un collègue qui fait de la recherche sur l'épilepsie temporale.
il y a toute une littérature, on l'appelle l'épilepsie sacrée. C'est l'épilepsie des initiés, des pitilles, des devins. C'est celle qui connecte le cerveau cognitif et le cerveau affectif. Au point que des neuropsychiatres en sont venus à considérer que Saint Paul avait fait une épilepsie temporale sur le chemin de Damas. Puisque tout d'un coup, il y a une voix qui lui parle, il y a une grande lumière qui l'éblouit, il tombe de son cheval, il reste mutique pendant plusieurs jours, je crois, et quand il reprend sa conscience, il se met à beaucoup écrire, les fameuses épîtres. Eh bien, l'aura lumineuse, les hallucinations auditives, la perte de conscience post-critique, le changement de personnalité et l'hypergraphie sont 5 signes objectifs de l'épilepsie temporale. Alors, vous me direz, si tous les épileptiques temporaux écrivaient les épîtres, hein, ça se saurait, puis on irait mieux. Hein. Donc, ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais, il y a un papier qui est sorti il y a quelque temps qui dit « Is the temporal lobe the portal to the divine ?» Est-ce que c'est le lobe temporal qui est le portail vers le divin dans l'homme? Hein? Voilà. Réductionnisme, toujours à risque. Bien sûr, toute la recherche sur les neurotransmetteurs, vous savez, dopamine, sérotonine, adrénaline, etc., etc., ça a beaucoup occupé la deuxième moitié du XXe siècle et les psychopharmacologues. Mais il y a un des éléments que je voulais vous citer. On a pu montrer que quand le système nerveux sympathique, qui marche plutôt à la noradrénaline, se met en réverbération avec le système parasympathique, qui lui est plutôt celui de la tranquillité, de la digestion, du repos, avec l'acétylcholine, quand ces deux systèmes sont stimulés en même temps, et c'est le cas dans la transe, et c'est le cas dans plusieurs formes d'extase, eh bien cette rencontre paradoxale du cerveau excitateur et du cerveau sédatif provoque ce qu'on appelle de l'hypertranquillité et des états modifiés de conscience. Et puis, il y a peut-être une vingtaine d'années, un chercheur, un certain Damer, a fait un succès de librairie avec un bouquin qui s'appelait The God's Gene, le gène de Dieu. Alors, comme d'hab, hein, les Américains, il a vendu beaucoup de livres, mais scientifiquement, ce n'était pas très costaud. En gros, quand on passe des questionnaires sur la capacité de transcendance, ou de penser à une puissance supérieure, ou de voir un monde plus grand, etc., à une population naturelle dans la vie de tous les jours, et qu'on leur fait des dépistages génétiques, eh bien on voit une corrélation entre les gens qui sont sensibles à la spiritualité et ceux qui ont un léger déficit du système sérotoninergique. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des preuves absolues, mais tout de suite, ça crée un débat. Est-ce que c'est parce qu'on est anxieux et un peu dépressif, qu'on n'a pas assez de sérotonine, qu'on s'accroche aux religions et aux spiritualités? Voilà une hypothèse qui a fait le lit de la psychologie évolutionnaire et des néo-darwinistes. Voilà pour les prémices. Alors ça, c'est un cartoon qui résume un peu le café du commerce. Vous voyez, I am the left brain, logique, analytique, etc., stratégique, la science, hein, on est dans le bâtiment Sciences 2, voilà. Et puis à droite, I am the right brain, vous avez l'intuition, la liberté, la passion, la créativité, etc. Donc, voilà. Ghislain, je laisse les dias ici, hein, si jamais. Oui, bon, d'accord. T'aimes les jolies images. Plus sérieux. Ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux avec un CT scan. Donc les CT scans, c'est les scanners de la première génération. Ce sont les scanners qui permettent de voir des détails anatomiques. Vous voyez, c'est assez fin comme résolution. Ah oui, je ne dois pas quitter la caméra.
c'est assez fin comme résolution. On arrive à voir des lésions de quelques millimètres. Ça permet de faire du diagnostic en oncologie, par exemple. Mais après le scanner à rayons X, le CT scan, on a vu apparaître des nouvelles techniques où on met le cerveau dans des champs magnétiques et on regarde comment, en faisant passer des anneaux magnétiques, la matière se comporte magnétiquement dans une tranche. Et avec un computer, on peut avoir la densité magnétique du cerveau. Donc on a des nouvelles images anatomiques, mais on peut obtenir le fonctionnement des régions, parce que si on met la densité magnétique sur une activité, par exemple, de déoxyglucose, pour prendre un exemple parmi d'autres, eh bien, vous verrez l'activité d'une région particulière, et je vous montrerai une image. Toujours plus puissant, les scanners à émission de positons. Les positons sont des particules très petites qui sont fabriquées dans des cyclotrons. En Suisse romande, il n'y a qu'un cyclotron pour le moment. Il tourne autour du CERN. Et on doit aller là-bas si on veut du glucose radioactif, etc. Et ça donne des images fonctionnelles de cerveau en activité. On peut voir quand vous pensez, ce que vous pensez, où vous pensez, etc. Et puis on a modernisé l'électroencéphalogramme. Maintenant, il y a l'EEG computérisé. On vous met des EEG à 128 électrodes, c'est comme un peu un bonnet de bain avec 128 fils, et on peut voir ce qui se passe au niveau de l'écorce cérébrale, au niveau de l'activité électrique. Et à Lausanne, on a maintenant des images. On peut faire un EEG computérisé pour voir ce que les gens regardent. En faisant un EEG du lobe occipital, on peut savoir si les gens regardent des ronds, des triangles, des carrés, s'ils lisent le journal ou une partition de musique, par exemple. Ça devient assez pointu. Et last but not least, c'est le dernier bébé, et c'est le CHUV qui a fait les premières, c'est la tractographie qui nous permet de faire un relevé des fibres qui connectent les différentes régions du cerveau entre elles et qui permet de définir pour chacun quel est son connectome. Nous n'avons pas tous la même connectivité cérébrale parce qu'elle se forge avec nos expériences de vie, avec nos traumatismes, avec notre résilience. Et le connectome est quelque chose qu'on peut voir macroscopiquement avec nos scanners de tractographie, mais aussi microscopiquement en faisant des analyses du champ synaptique, de montrer la plasticité synaptique des individus, etc. Donc c'est très fort. Voilà quelques images qui vont suivre. Ça, c'est la résonance magnétique fonctionnelle. On voit là un cerveau en 3 dimensions. Donc c'est reconstruit par un ordinateur, on voit le volume qui est en gris, mais on a voulu souligner l'activité particulière du cortex orbitofrontal, qui est là en orange, ou l'activité préfrontale qui contrôle les régions émotionnelles. Donc vous voyez, ça, c'est quand même des images assez précises. Évidemment, elles sont faites en fonction de l'activité du sujet. Il faut lui donner une tâche, puis on peut faire la photo. Alors, le PET scan, ça donne des images très globales. On peut voir l'activité globale du cerveau. Ici, il n'y a pas besoin d'être neurologue pour voir qu'il y a une maladie d'Alzheimer, parce qu'on voit très bien que, dans le fond, la matière grise dépérit pour finalement se réduire à une mince pellicule. Et on comprend bien comment l'Alzheimer se déploie aussi anatomiquement avec un PET scan. Je vous montrerai d'autres PET scans plus tard. Léger computérisé. Donc vous mettez ce bonnet de bain sur le patient ou le volontaire, et puis vous voyez les tracés électriques à l'écran, et on a de l'imagerie fonctionnelle au RMNF en haut, et on peut faire des tracés électrophysiologiques, puis on peut matcher les tracés EEG avec les tracés anatomiques. Ça nous donne une définition absolument, on peut aller à peu près maintenant au millimètre cube. Quant à la tractographie, ça fait des très belles images. Ghislain qui aime les belles images, je peux faire une photo. Voilà. Vous voyez par exemple en haut à gauche, on voit très clairement la connexion qu'il y a entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droite. On appelle ça le corps calleux.
c'est ça qui était coupé par Sperry pour faire les expériences de dominance. On voit toute la connexion en haut à droite entre les deux hémisphères. Ils se parlent tout le temps. Vous êtes toujours dans le rationnel et l'intuitif en même temps. Et puis quand je vous montrerai les images sous LSD, wouh! Là, il y a ce qui monte et ce qui descend. Puis là, on voit aussi ce qui va de l'avant vers l'arrière, puisque vous avez à gauche de l'image ici le lobe frontal et là-bas le cervelet. Et on pense aujourd'hui que le cervelet n'est pas seulement un instrument de coordination, mais c'est un projecteur de cinéma qui coordonne toute l'activité cérébrale comme un chef d'orchestre. Et là, on a des images absolument parlantes de ces découvertes. Voilà, on va parler un peu de... Je regarde ma montre, Ghislain. Oui, tu peux encore prendre une bonne dizaine de minutes. D'accord, alors on y va. La méditation. Le professeur Karl Keller, dont j'ai suivi les cours de mystique à la faculté de théologie à Lausanne, faisait la différence entre la méditation et la prière. La méditation, pour lui, est une activité unitive. Le fameux sentiment océanique de Freud et Romain Rolland. Alors, on a étudié la méditation avec les bouddhistes de l'Institut Mind and Life du Dalai Lama. Et c'est les bouddhistes qui ont ouvert la recherche sur la méditation profonde. On l'a appliquée en Occident par la mindfulness, je montrerai des images, et on voit dans la méditation qu'il y a une activité frontale qui est augmentée, on a plus d'anticipation, d'abstraction, et aussi temporale, donc plus de connectivité avec le monde émotionnel, surtout temporale droite. Et puis, on voit aussi que l'activité pariétale est diminuée. Ça veut dire que dans la méditation, on est légèrement soustrait, si vous voulez, au temporospatial. On perd la dimension du temps et de l'espace au bénéfice de ces impressions émotionnelles et intuitives qui sont dans les lobes frontaux et temporaux. OK? Et bien sûr, on met les circuits à jour. La recherche avance à toute vitesse. Alors voilà un PET scan au repos à gauche et d'un méditant bouddhiste à droite. Et sans être neuroradiologue, vous voyez très bien qu'il y a plus d'activité frontale en haut et plus d'activité temporale au milieu. Donc, c'est des marqueurs et on peut utiliser ces images pour voir l'effet de l'entraînement à la méditation, puisque déjà après 15 jours de mindfulness, si vous en faites 1 heure par jour pendant 15 jours, on a déjà des effets mesurables avec nos scanners. Une séance de mindfulness a été étudiée par des neuroscientifiques de Liverpool, mon ami Malinowski. Et ce que vous voyez, le méditant est au milieu. Et en haut, il doit focus on object, il doit se concentrer sur quelque chose. Alors, en général, au mindfulness, on se concentre sur sa respiration. Et on doit soutenir son attention avec le réseau d'alerte, le réseau orange en haut. Mais la chair est faible. Puis on pense aux prochaines vacances, à la jolie fille qu'on a vue dans le trolleybus, à ce qu'on va manger ce soir, et puis on part à la dérive. Mind wanders, l'esprit s'égare. Donc on est distrait et c'est un circuit qui s'appelle le default mode qui se met en route. Le default mode, c'est la machine à laver du cerveau. Quand vous avez un problème qui n'est pas résolu, vous le mettez dans le default mode. Et c'est comme une machine Schultes, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Puis un coup, pof, Archimède dans la baignoire. Bingo, Eureka. Moi, mes grandes idées, je les ai eues en passant la tondeuse à gazon. Ouais, parce que là, c'est pouf, ça sort. Après, on se rend compte qu'on est en train de se distraire. Recognize wandering. Alors, ou attention, alerte. On se réengage, on se remet à méditer. Return to object, et dans le fond, comme vous le voyez, c'est chaque fois des circuits qui ont été étudiés. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il s'agit d'une véritable gymnastique cérébrale. Et on peut se muscler ces circuits, n'est-ce pas? Si on est entraîné, le Dalai Lama médite 5 heures par jour. Tous les matins à 5 heures, il fait 5 heures de méditation. Mathieu Ricard aussi. Donc, ce sont des gens qui ont une capacité méditante qui est absolument extraordinaire et ils auront plein de bénéfices sur l'autonomie,
la souplesse, la capacité de concentration, être présent à l'instant et être capable de laisser passer dans le ciel bleu de leur conscience les préoccupations parasites. Beau, hein? La prière. Karl Keller disait c'est une activité dialogique. Il y a du dialogue, il y a du relationnel. Alors oui, dans la prière, vous avez la même activité que dans la méditation. Vous avez aussi une activité frontale, temporale, et une diminution pariétale, mais en gras, il y a en plus une activation des zones du langage et une activation du cerveau relationnel. Ce qui fait la différence entre la méditation, qui est un rapport à soi, à l'univers, un sentiment océanique, alors que dans la prière, vous avez un rapport à l'autre, A majuscule, le tiers. C'est l'éruption du tiers. Vous n'êtes plus seul dans la prière. Vous avez une relation personnelle à l'autre, et je la qualifie de relation d'objet virtuel. Il y a tout un champ aujourd'hui avec l'objet virtuel, avec évidemment l'Internet, etc., etc. Et on peut le prouver, le documenter. Ce sont des objets qui existent. Si je vous retire un objet virtuel, vous allez souffrir. Alors, voici encore un PET scan. À gauche, vous avez le centre du langage au repos. Et puis, dans l'image de droite, Prayer Scan, vous avez le Language Center qui est activé. On voit très bien que enfin, pour un radiologue, c'est extrêmement significatif. Les paroles étant prononcées ou silencieuses? C'est égal, parce que le langage interne, c'est les mêmes régions. Après, c'est la motricité phonique qui va être engagée. Mais la naissance du langage, dans l'ère de Broca, etc., c'est une idéation langagière. Donc, elle est d'abord dans l'écorce, au niveau temporal. Et puis, si on décide de parler, alors il y a une aire accessoire, temporale motrice du langage qui fait qu'on va parler. C'est pour ça qu'on va avoir des aphasies idéatoires, des aphasies motrices, des aphasies sensitives, des aphasies de conduction. Enfin, bon, l'aphasie, je crois qu'il y a 4 ou 5 profs de logopédie rien qu'à l'Université de Genève. Donc, Et il y a une différence entre la parole, celui ou celle qui parle en priant et celui ou celle qui parle autour d'un verre. Il y a une différence. Oui, oui, bien sûr. Parce que, repérable, oui, parce que ce langage qui est activé, on va revenir en arrière si ça marche, c'est l'image globale qui compte. C'est-à-dire que si tu bois une bière avec moi, ben, tu n'auras pas l'effacement du pariétal, tu seras tout à fait spatio-temporel avec moi. Ton cerveau frontal, tu vas le libérer pour discuter d'idées, de machin, tu auras des activités hémisphériques gauche, ça n'aura rien à voir. D'accord? Là, petit problème de graphisme. Trans, extase, médiumnité, tout ça c'est en exploration. Mais c'est vraiment contemporain, c'est vraiment des recherches en cours. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est que l'imagerie cérébrale est surprenante. Parce que nous observons dans ces trans, extases et médiumnité une inhibition, voire une extinction de l'activité corticale. C'est-à-dire l'écorce cérébrale s'éteint, et c'est des relais sous-corticaux, plus archaïques, qui vont prendre le relais. D'ailleurs, tous les médiums et les grands spirituels vous disent qu'il faut éteindre le mental. Eh bien, nous y sommes, on peut le vérifier. Et même actuellement, l'Institut du cerveau à Paris travaille sur comment on peut induire une transe cognitive par différents logiciels sonores, rythmiques et ainsi de suite. Donc, c'est on voit d'études. Mais j'ai fait une image de grand mystère, parce que finalement, on ne sait pas très bien ce qu'il y a au centre de la Terre, n'est-ce pas? Eh bien, je crois que l'écorce cérébrale, c'est l'écorce terrestre, puis que le sous-cortical, pour le moment, c'est encore une ébullition de feu sacré. Le feu sacré, Ghislain. Force, lumière, chaleur. Hein? Volonté, sagesse, amour. Hein? Les psychédéliques, on terminera par eux. Ils font leur retour depuis les chamans de la slide numéro 1. Ils font leur retour. Il y a du tourisme en Amazonie pour aller consommer de l'ayahuasca, une drogue hallucinogène composée d'éléments biologiques qui viennent de lianes et de plantes, mais dont le composant principal,
central sera toujours le DMT, diméthyltryptamine. C'est la molécule qui nous intéresse au niveau scientifique actuellement et qu'on va retrouver dans tous les produits psychédéliques, notamment dans le peyote, qui est un champignon, le champignon de mescal, et ça va donner la mescaline. Et puis, dans nos régions, le psilocybe, champignon banal dans nos forêts, qui est hallucinogène et également entéogène. Il peut faire des hallucinations à caractère spirituel. Et c'est toujours le DMT, la substance centrale. Il y en a d'autres, mais c'est la substance principale. Et le LSD, qui était découvert par un compatriote, Albert Hofmann, à Bâle. Albert Hofmann faisait de la recherche sur les psilos. Il est tombé sur une molécule qui était extrêmement puissante, qu'il a essayé sur lui-même, et il a découvert le LSD, qui était légal et d'intérêt médical pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le gouvernement américain et les fachos, la Nixon et autres, Reagan, aient tout bazardé, War on Drugs, etc., etc. C'était bouclé. Mais ça fait retour parce que, avec les neurosciences et l'imagerie cérébrale et la médecine nouvelle, eh bien, on a des perspectives thérapeutiques pour toute une série de conditions. Dépression, addiction, traumatisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux DMT, c'est une substance qui a en petite quantité naturellement dans le cerveau humain, et notamment dans l'épiphyse. Et ça intéresse beaucoup les gens parce qu'il est possible que lors d'une expérience de mort imminente, near-death experience, quand le cerveau perd son oxygène, puis son glucose, puis ses calories, il libère probablement du DMT dans le système, et c'est probablement une des explications scientifiques qu'on a pour l'expérience de mort imminente. Et puis la grande nouveauté, c'est que depuis quelques années, on peut prescrire médicalement les psychédéliques en Suisse, moyennant une autorisation du médecin, du patient, par l'Office fédéral de la santé publique. Et c'est un beau projet qui apporte beaucoup d'espoir pour les dépressions résistantes, pour les alcoolismes profonds, et bien sûr, surtout en psychotraumatologie, où il y a des gros dégâts qu'on est en train de montrer épidémiologiquement. Voilà les psylos. Ouais. Pas leur marcher dessus dans la forêt. À la Riponne, à Lausanne, il y a des petits vieux qui viennent du Jura, accompagnés, nausiers, puis ils vendent les psylos aux junkies de la place. Ils les vendent 5 francs pièce. Oh, ça arrondit la veste, je peux vous dire. Non, il faut savoir arrondir les fins de mois. Oh, c'est illégal, juste pour dire. Mais bon. En prison, il fait chaud, on a à manger. Alors, ça, c'est les images de cerveau sous LSD. Alors, c'est vraiment des vraies images qui sont reconstruites par ordinateur. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a une espèce de feu d'artifice. Il y a un feu d'artifice, pourquoi? Parce que le LSD et le DMT en particulier, mais le LSD dans le cas particulier, dans le fond, réorganise les connexions synaptiques et crée du désordre, du chaos. Je pense que c'est bien de dire ça comme ça, parce que tes vieilles habitudes, Ghislain, elles t'empoisonnent la vie. Tu prends des antidépresseurs parce que tu es déprimé. Oui, bon, admettons. Alors on te donne des antidépresseurs, ça te soutient, machin, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Tu restes Ghislain. Mais tu prends une bonne, tu prends 200 mg de LSD, Wouh! Tu vas voir ta vie autrement, le monde autrement, et tu vas changer. C'est cool, Je ne sais pas si tu gardes ton poste après, mais... Non, mais c'est ça la grande différence qu'il y a entre les psychédéliques et les médicaments psychopharmacologiques classiques. C'est qu'ils donnent vraiment un deuxième lancer de dés, un coup de sac à l'organisation synaptique. Ça, c'est un livre qui m'a bouleversé. C'est un professeur de sciences des religions, Ghislain, Christopher Beach, qui a testé les psychédéliques avant qu'ils soient interdits aux États-Unis, donc c'est un Américain. Et il a trouvé tellement dommage que ce soit interdit
il a continué en douce avec sa femme. Bon, sa femme faisait l'infirmière, c'est un cliché un peu macho, mais bon. Donc, il a fait, pendant 23 ans, 73 voyages de LSD à haute dose, pour lesquels il a pris des notes strictement méticuleuses sur ses hallucinations, ses prises de conscience et son exploration de l'univers. D'où le nom du livre, LSD, il était traduit en français récemment, est la conscience de l'univers, je crois. Les diamants du paradis, quelque chose comme ça. Parce que la fin du voyage, je vous donne le scoop, c'est la lumière divine. Mais il a mis 23 ans, il a fait 73 voyages pour avoir l'illumination. Alors, problème de lecture du dia. Ok, alors, neurothéologie ou théoneurologie? Alors, la neurothéologie, on en a parlé pendant toute la soirée, c'est partie des neurosciences. On part des neurones, c'est bottom-up. On part du cerveau, on regarde les circuits cérébraux, que ça a à l'origine, la spiritualité, méditation, prière et plus si on tente. Ça remplit un point de vue de psychologie évolutionnaire, c'est néo-darwiniste. Mes collègues à Dorigny, à la faculté des sciences, ils disent, voilà, tu vois ton bon Dieu où il est. Hein? Ça donne un avantage évolutionnaire, l'altruisme. Ça donne un avantage aux tribus et aux communautés qui s'entraident et se sacrifient pour les autres. C'est pour ça que ça s'est répandu et que voilà, les grandes religions sont dans la miséricorde, la compassion, la charité et ainsi de suite. Donc, vous l'aurez compris, il y a un énorme risque réductionniste parce que le grand risque du réductionnisme, c'est de dire ceci n'est que cela. Donc là, mes copains du département écologie et évolution, ils disent Dieu est une invention. Voilà, la messe est dite. Ouais. Par contre, si on inverse les polarités, et il y a un auteur qui est militant pour ce truc-là que je viens de découvrir, la théoneurologie, c'est le contraire. On part des expériences mystiques, des grands prophètes, des grands chamans, des grands visionnaires, et on se dit, mais dans le fond, ça correspond curieusement au savoir qu'on a sur les psychédéliques. Et dans le fond, il n'est pas impensable que des grands prophètes aient eu la singularité d'être bien dotés en DMT endogène, puis que, dans le fond, les grandes visions, les grandes prophéties sont quelque chose d'analogue à ce que font les psychédéliques. Mais évidemment, là, il faut considérer alors que le cerveau est fait de circuits récepteurs de l'univers. Vous voyez, on inverse le paradigme. Donc, du coup, Dieu est une découverte. Dieu nous parle. Vous connaissez la plaisanterie. Si vous parlez à Dieu, vous faites une prière. Si Dieu vous parle, vous êtes schizophrène. Ben non, voilà. Mais évidemment, il y a un risque dualiste. C'est quoi cette chose qui est dans l'univers et puis qui est hors cerveau? C'est un peu compliqué quand même. Hein? Donc, mais j'ai une solution. Alors, les bases académiques de la neurothéologie, c'est le professeur Andrew Newberg à l'Université de Philadelphie en Pennsylvanie. Les principles, c'est 250 pages de méthodologie de recherche sur ce qu'il faut faire, pas faire, les pièges, enfin, avec une littérature, je crois, il y a 3000 références scientifiques, quelque chose comme ça. Vraiment la Bible du neurothéologien scientifique. Et puis, les choses plus récentes, je vous évoquais la théoneurologie. Voilà, par exemple, M. Strassmann, qui a étudié les prophètes hébreux et qui cherche les parallèles avec l'effet du DMT. Vous voyez, A New Science of Spiritual Revelation in the Hebrew Bible. Donc, on est vraiment dans l'autre sens. Hein? Voilà, on arrive aux conclusions. Est-ce qu'il y a des perspectives pour la médecine? Oui, je crois, depuis que je pratique la médecine, qu'il y a 3 ordres en médecine. Il y a un ordre biologique ou biomédical qui n'est pas refusé. On est tous contents d'avoir un bon chirurgien, un bon antibiotique et puis un bon traitement contre le cancer. Bien. Il y a un ordre psychologique ou psychosocial qui n'est pas à remettre en question.
Il y a des origines psychosociales, psychotraumatologiques, des troubles de santé mentale. Les psychothérapeutes, les psychiatres sont là. C'est fondé scientifiquement. Et puis, il y a un ordre spirituel en médecine, je crois qu'il est émergent, avec ce que nous disent les bouddhistes, avec ce qu'on voit pour la méditation, et puis avec le spiritual care sur lequel je vais tout de suite revenir. Mais je crois que la solution pour le combat entre la neurothéologie et la théoneurologie, c'est d'apporter le chiffre 3. Je crois qu'il faut penser aujourd'hui une neuropsychothéologie intégrée. Il y a du biologique, il y a du psychologique et il y a du culturel. Et ça doit être intégré. Et puis, la bonne nouvelle pour tous mes amis compagnons spirituels dans les hôpitaux, on a beaucoup développé le spiritual care dans le canton de Vaud et en Suisse allemande. Je crois qu'à Genève, c'est un petit peu plus hésitant, mais il y a aussi un peu. Le spiritual care, c'est l'accompagnement spirituel dans les hôpitaux, c'est l'enseignement, les aumôneries. Hein. Mais aujourd'hui, avec les durées de séjour très courtes, et puis le multireligieux, le multiconfessionnel, c'est devenu de l'accompagnement spirituel. Et dans le fond, ces bases neuroscientifiques qui montrent l'impact de la spiritualité sur le cerveau et sur la santé, c'est encourageant pour cet ordre spirituel de la médecine. Ça donne de la force. Et je crois qu'on va vers une clinique intégrative du sens. Il y a une médecine du sens. Elle est plus importante que toutes les autres, parce qu'elle les intègre toutes les formes de médecine. Mais il ne faut pas oublier le sens. On a écrit un livre avec mes copains, là, si ça vous intéresse, ça s'appelle « Clinique du sens », aux archives contemporaines à Paris, il y a une année ou deux. Voilà, c'est un collectif, un congrès qui présentait où on en est avec le spiritual care en Europe, assez bien. Et puis il y a un grand chapitre de Georges-Élie Sarfati, qui est le traducteur de Viktor Frankl en français, et qui fait un très bon chapitre si vous êtes pressé. La logothérapie en 30 pages, c'est vraiment bien foutu. Voilà, il y a donc 3 ordres de médecine. Ça, c'est une photo souvenir de la visite du Dalai Lama à Lunil. Ah ouais, il y a une flèche qui marche. Ça, c'est Bibi ma pomme. J'étais tout content. J'avais préparé ça avec Ringu Tulku Rinpoche. Là, on était le rectorat avec les cadres de l'Institut Mind and Life. Voilà. J'ai fini. Merci. Superbe parcours. Comme à l'accoutumée, nous prenons 10 minutes et nous engageons l'entretien, le dialogue avec Jacques Besson. Oui, j'ai des questions avec très vérité. Bien. Eh bien, mesdames, messieurs, deuxième temps de notre séance. Je ferai une remarque en commençant. Et une question introductive, puis nous ouvrirons le débat. Ma première remarque, c'est quand je vous entendais dire qu'avec les exorcistes, il y a 80% de problèmes psychologiques et psychiques normaux, 18% de maladies, 2% de mystères. J'ai trouvé que c'était considérable. 2%, c'est beaucoup. Je trouve que 2%, c'est beaucoup. Parce qu'en réalité, le mystère à proprement parler n'émerge pas si facilement chez les êtres humains. Donc dire on en dépiste 2%, qu'une fois sur 50 personnes qui demandent un exorciste, il y a quelque chose de mystérieux, je trouve que c'est assez considérable. Et la deuxième chose, alors maintenant ça c'est une remarque, là, ensuite en vous écoutant, je suis très frappé par un problème qui revient constamment dès que l'on est du côté de la neurobiologie. La fameuse question du réductionnisme. Parce que, et vous avez dit, au fond, à travers le cérébral, donc le cérébral serait un portail du divin, ce serait du réductionnisme. Et je me demande, alors d'abord rien que le fait de dire portail. Portail veut dire ouverture pour autre chose. Le réductionnisme véritable, à mon sens, mais vous direz ce que vous en pensez, mais le réductionnisme véritable, c'est quand on dit l'esprit, en général, le divin, encore davantage,
ça ne peut être que quelque chose de matériel qui est donné là. L'activité cérébrale, c'est l'idée. Et c'est ça qui pose problème. Alors, que l'on constate que dans l'univers où nous sommes inscrits, dont nous sommes des expressions et des manifestations au sein de l'univers, que l'on constate qu'il ne peut y avoir d'expression de pensée ou de spirituel sans un concomitant matériel, ça c'est une idée qui, à mon avis, va de soi, mais parce que nous ne sommes pas des êtres angéliques, et encore, les anges ont un corps. C'est-à-dire que si les anges existent, ils sont affirmés, en toute bonne théologie, ayant un corps spirituel peut-être, mais un corps. Donc, au fond, qu'il n'y ait pas de spiritualité sans corps, ça ne m'étonne pas. Alors, après, la question, la plus profonde, la plus difficile, c'est, mais alors, les neurobiologistes qui disent, alors, t'as vu où il est, ce Dieu, hein? Il est là dans ton cerveau. Mais pas ou alors il est quelque part dans l'univers. Mais pas nécessairement, ou plutôt plus exactement. Quand on parle de Dieu, précisément, on ne parle pas d'une entité, d'une chose, d'un objet de l'univers. S'il était un objet de l'univers, quel qu'il soit, même le plus lointain, même une particule la plus lointaine, une particule spirituelle la plus lointaine, eh bien, il pourrait être saisissable et connaissable en droit. Et c'est cette idée qui est, au fond, l'idée théologique fondamentale, c'est en christianisme, c'est que Dieu ne relève pas de l'univers, ce n'est pas un être, même le plus éminent, de l'univers. Alors vous direz, mais du coup, s'il sort de la possibilité d'être qualifié comme objet, de quoi parlez-vous? Et c'est là qu'à proprement parler, me semble-t-il, il y a la foi, c'est là qu'elle entre en scène. Et j'ai beaucoup aimé, mais on en reparlera peut-être, le fait que tu parlais du sens plutôt que de la foi, et tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'en neurobiologie et en neurothéologie, il est certainement bon de ne pas directement injecter la foi, mais plutôt de parler du sens. Alors, la foi, elle se pose à partir du moment où l'on reconnaît quelque chose qui est irréductible à l'approche déterminante, l'approche intellectuelle, ce qui permet de saisir et de connaître, faire le tour. Connaître, c'est faire le tour de quelque chose. C'est faire le tour d'un objet. Et effectivement, là, la spécificité de la foi, c'est de comporter une part de mystère, c'est-à-dire l'affirmation que Dieu n'est pas de ce monde et que pourtant, sans lui, ce monde ne serait pas. Ou qu'il peut entrer en relation avec le monde. Bon. En particulier, là, il y a à boire et à manger dans l'évangile de Jean. On pourrait même dire que c'est la ligne de force, la structure de l'évangile de Jean que d'affirmer cela. C'est lui qui l'affirme le plus nettement. Et donc voilà, donc quelques remarques, quelques questions, mais qui sont liées au fait que vous voyez, à mes yeux, là, parce que pour certains théologiens, la neurothéologie est incompatible avec ce dont elle prétend parler. Pour certains biologistes, la neurothéologie, c'est une chimère, parce qu'en réalité, Dieu n'existe nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de nos hémisphères cérébraux. Eh bien, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout ce que je pense, et que, du coup, la perspective qui est la vôtre, en ce qui me concerne, me paraît extrêmement intéressante. Merci beaucoup. Oui, alors, disons, il y a beaucoup de questions dans la question. Peut-être on va débarrasser la question de l'exorcisme pour passer aux choses sérieuses après. Donc, 2% de mystère selon l'Église. Oui, bien sûr. D'accord. Parce que quand on va regarder dans ce 2%, il y a encore des choses, c'est la force surhumaine, ou bien le dermographisme. Padre Pio, il n'est pas impensable qu'il soit gratouillé un peu quand même. Hein? Bon, d'accord. Donc, voilà, les 2%, il faut voir. Mais il y aurait quand même, et c'est rare, moi ça fait 3 ans que je suis en liste d'attente
pour pouvoir assister à un grand exorcisme à la basilique de Lausanne. Donc ça fait 3 ans qu'il n'y en a pas eu. Donc c'est quand même rare. C'est pour ça que le 2%, ok, c'est des statistiques un peu à la louche. Disons, c'est que les bobos, 8 autres %, des scrupules, machin, quelques petites prières, un peu d'accompagnement sympa, la main sur l'épaule, ça va tout de suite mieux. Mais les 18% où c'est des schizophrènes, des hystériques, des épileptiques, c'est plus compliqué, il faut un teamwork, il faut vraiment une collaboration entre les psychiatres et les prêtres, c'est très intéressant d'ailleurs comme travail. Et puis le 2%, ben voilà, donc il y a des critères étonnants, mais parler des langues inconnues du sujet, par exemple, parler l'araméen dans un état de furie blasphématoire, piquer des rages devant des objets religieux, écumer des objets bizarres de la bouche, mais des choses, moi, je n'ai pas vu, mais enfin, c'est décrit. Bon, voilà. Moi, pas vu. Mais moi, croire exorciste. Ça, c'est la réponse? Ouais, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du réductionnisme. Moi, je pense qu'on devrait dire les réductionnismes. Parce que le réductionnisme numéro 1, c'est dire Dieu n'existe pas, tout est dans le cerveau, va te faire voir, voilà. Bon, ça c'est réductionnisme 1, mais c'est plus subtil, le réductionnisme 2, c'est de dire, ok, il y a des idées qui se répandent dans la culture. D'ailleurs, Dawkins, le fameux gars qui a écrit Le gène égoïste, il appelle ça des mèmes. C'est l'équivalent culturel du gène sur le plan naturel. Donc les gènes se propagent quand ils ont un avantage pour occuper le terrain et répandre le vivant, mais les mèmes se répandent dans la culture quand ils donnent des avantages civilisationnels. Donc les mèmes font partie de l'expansion culturelle du phénomène spirituel et religieux. Donc ça, c'est réductionnisme 2. D'accord. Après, moi je dirais qu'il y a un réductionnisme 3 qui serait jungien. C'est-à-dire, ok, il y a un cerveau, il y a un esprit, il y a des archétypes, il y a un inconscient collectif. Mais dans le fond, si on gratte un peu Jung, il va quand même nous cracher que Dieu est dans l'inconscient. Et ça, c'est réductionnisme 3. Moi, je suis non réductionniste parce que je laisse ouvert la question de savoir si le monde est plus grand que ce que nous pouvons imaginer ou penser. Parce que les ingénieurs disent, il y a du connu et de l'inconnu. Bon, d'accord. Et dans l'inconnu, il y a du futur connu. Je dis, oh, fort bien, fort bien, fort bien. Et je leur dis, est-ce que dans l'inconnu, il n'y aurait pas aussi de l'inconnaissable? Et ça, ils n'aiment pas, les ingénieurs. Parce qu'on n'a que 1320 cm3 de matière cérébrale. Bon, bien sûr, on a des millions de milliards de neurones, de connexions. Donc le cerveau est un univers. Le cerveau est une galaxie. Pour faire une galaxie, il faut 1000 milliards de soleils. Pour faire un univers, il faut 1000 milliards de galaxies. Bon, alors pour faire un cerveau, il faut 1000 milliards de neurones. Correct? Et pour faire un Christ cosmique, il faut 1000 milliards d'humains. Ça va, c'est le même ordre, c'est un fractal. Bon, je ferme cette parenthèse. Donc, les réductionnismes au pluriel, prudence, prudence. La troisième question tournait autour, c'était un peu plus personnel, j'avais le sentiment. J'ai senti la question de savoir un peu le rapport entre le croire et le savoir, autour de la question du sens. J'ai un peu senti la question comme ça. Mais je vais y répondre de la manière suivante. Tu es professionnel aussi. Ouais, bah, tu me diras si je réponds. Partage Ouais. des champs. L'imitation. Bah, au degré où je suis en neurothéologie, en psychiatrie académique, je dirais que le cerveau, c'est l'organe du sens. Voilà. Bio, psycho, socio, culturel, tout ce que tu veux. Donc, ça implique corollairement quelque chose que j'ai écrit dans la Neue Zürcher Zeitung et qui était cité par le directeur du CHUV que je suis parti à la retraite. J'ai dit, je pense qu'on peut considérer que l'univers est un esprit et que c'est la matière qui se spiritualise. Il faut inverser le paradigme. Du coup, fidèle à la Kabbale juive, j'adore l'idée du Tzimtzum.
Dieu est infini, éternel, parfait, absolu. Voilà. Et il se dit, où est ma limite? Et il dit, je n'ai pas l'amour. Alors, il se retire en son sein. C'est le contraire du Big Bang. C'est le retrait du Dieu, le retrait de Dieu, qui fait apparaître un espace potentiel pour une création. Et s'installe dès lors à travers la parole et la lumière divine, le yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, une dialectique entre le créateur et la créature à travers la parole et l'esprit. Donc Dieu n'est pas dedans, il n'est pas dehors, il est immanent, donc il est dedans, et il est transcendant, et il nous dépasse complètement. Mais, comme on a la chance d'avoir une triple hypostase en christianisme, on a accès à un frère humain, Dieu est un ami, que c'est Jésus. Pour le chrétien un peu charbonnier comme moi, ça va. Ouais. Dieu est un ami, oui, que c'est le Christ, oui. Et puis, le monde créateur communique avec le monde créé à travers l'esprit. Alors, quand je dis à mes étudiants, le Saint-Esprit, il dit, ça y est, Besson, il fait une crise, il faut passer la camisole. Mais si je leur dis, le grand esprit, il y en a 250 qui ont les cheveux qui se dressent sur la tête. Si je dis Jésus, ils disent, Besson, il fait une rechute. Mais si je leur dis, le Christ était un immense chaman, 250 têtes avec des cheveux sur la tête. C'est... Tu vois? Je vois bien. Tu vois bien. Alors, je ne veux pas répondre plus longuement, parce que peut-être qu'il y a d'autres questions, mais... C'est formidable. Nous l'avons poussé à faire de la théologie. Dans sa conférence. Un complément attendu et extrêmement intéressant. Directement théologique. Mais maintenant, je suis sûr que l'un ou l'autre d'entre vous voudra poser des questions. Il y a un micro ou pas? Elle peut prendre le baladeur. Non, pas celui-là. C'est une question scientifique. Ça va, je peux parler Mais, fort. je crois que c'est un enregistrement pour le... Oui, pour l'enregistrement, ce sera difficile. Mais s'il arrive à fonctionner, bien sûr. C'est bien. Il se connecte. Parce que moi, il faut se lever. 1, 2. En fait, ce sont deux questions scientifiques. La première, on entend dire communément qu'on ne connaît actuellement que 5 à 6% des facultés du cerveau. On va en découvrir d'innombrables et qu'on s'en sert très peu. Que pensez-vous de cette affirmation? La deuxième, que pensez-vous des électrochocs qui ont été décriés pendant si longtemps et qui récemment sont repratiqués et guérissent des dépressions maniaco-dépressives qu'aucun médicament n'arrivait à guérir et qui tout soudain, pratiqués autrement, semblent être miraculeux? Semble, je dis bien. Merci pour la question. Je peux vous faire une citation théologique de Saint Augustin. Saint Augustin, ce n'est pas un psychiatre, hein? Non. Il a dit, les miracles ne contredisent pas la nature, mais la connaissance que nous en avons. Ça, c'est pour répondre à votre deuxième question, mais je vais répondre plus linéairement. Donc, sur la question des électrochocs, d'abord, pour la liquider. Oui, à l'époque, on faisait des électrochocs à l'aveugle. On donnait des décharges électriques phénoménales sur les deux hémisphères. Au début, sans anesthésie, les gens faisaient des fractures de mâchoire. C'était horrible, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou, n'est-ce pas? Bien. Quand j'étais jeune médecin, on les faisait sous anesthésie générale, avec des voltages qui étaient mesurés, mais ça restait toujours à l'aveugle. Bon, les indications étaient évidemment très restrictives, on y allait doucement, c'est surtout les catatonies, et vous avez raison, les dépressions unipolaires, sévérissimes, avec suicidalité aiguë, etc. On était très, très, très modestes. Puis après, c'est tombé en désuétude parce qu'on a les médicaments plus puissants, etc. Pourquoi ça fait retour? À cause de l'imagerie cérébrale. C'est que maintenant, on peut faire des électrochocs en visuel. On sait la quantité de courant qui passe, où il passe, comment il passe, ce qu'il fait, quelle région ça stimule. C'est devenu autre chose. Ce n'est pas un miracle. C'est juste... Emmanuel Carrère qui en parle dans son livre
Oui. qui a passé des mois et des mois à Sainte-Anne, Oui. sans succès. Oui. On lui a fait des électrochocs, Oui. il a écrit d'autres livres depuis. Et... Ben voilà. Parce que, de nouveau, ce qu'on sait, c'est un peu comme pour les psychédéliques, mais c'est quand même différent, c'est que dans l'électrochoc, on provoque des réorganisations des colonnes neuronales. Donc il y a la plasticité synaptique qui est mobilisée, puis il y a un peu de désordre qui s'installe et qui se remet sous une autre forme, pour faire court. Maintenant, moi, je ne prendrais pas un électrochoc comme ça pour le plaisir. Hein. Bon. Mais, donc, ça, c'est la réponse à la première question. La deuxième. La première, c'était... La première était, on dit communément... Ah oui, 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 le cerveau, oui, oui. Ça, c'est un cliché. Oui, oui, oui. Alors, ce qu'on peut répondre assez facilement, c'est que, heureusement, on n'utilise pas tout le cerveau en même temps. Oui. Parce que ce serait une sacrée cacophonie. Et même, c'est assez parcimonieux. Le cerveau, il fait attention. Vous ne voyez pas une image en même temps que vous entendez un son. Le cerveau est très économe. Il économise l'énergie. Lui, pas comme nous. Et on fait une chose à la fois. Et il y a des régions qui sont plus ou moins utilisées, plus ou moins entraînées. Et voilà pourquoi il y a cette légende qu'il y aurait des zones inconnues. Non, il n'y a pas de zone inconnue. Tout est connu, mais elles ne sont pas toutes utilisées, elles ne sont pas toutes mobilisées. C'est surtout ça. Mais j'aimerais vous ajouter une considération. Moi, il y a un chiffre qui m'impressionne davantage. C'est qu'il n'y a que 5% de la masse de l'univers connu qui est de nature connue. Vous avez sans doute des astrophysiciens dans votre séminaire ici. 95% de la masse de l'univers est noire. Alors, Georges Ménet nous l'a dit. Voilà. La docte ignorance. Nicolas Le Cusin, 1452, Rome. La docte ignorance. Moi, quand j'ai quitté l'université, on m'a dit, professeur, qu'est-ce que vous avez appris à l'université? J'ai dit, oh, j'ai appris deux choses. La première, c'est qu'on ne sait pratiquement rien. Et puis la deuxième, c'est que je sais ce que c'est qu'un franc. Je me dis, quoi? Comment? Je dis, bah oui, parce que les chercheurs, ils cherchent des budgets, ils ne cherchent pas des connaissances. Bon. Voilà les grands mystères. Alors, Ça marche. Ça marche. Oui, je voudrais venir un peu sur le mot vérité hein, du programme et du colloque, là. Mais pour le mettre un peu en relation avec le fonctionnement du cerveau. Donc, en fait, donc l'imagerie que vous avez montrée, ce sont des expériences, en quelque sorte. Est-ce qu'elles révèlent vraiment la vérité du fonctionnement du cerveau, à votre avis, ou pas trop? Alors, je vous remercie pour la question, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire spontanément. Bien sûr que non. Faut pas être con. Mais non, ce sont des ombres chinoises, ce sont des véhicules, ce sont des approximations, ce sont des modèles de fonctionnement qui sont très limités. Vous avez vu, l'Alzheimer en 2 couleurs, c'est rien du tout. Mais on n'avait pas ça avant, on ne pouvait pas monitorer. Donc, voilà, la science, si elle est humble et qu'elle cherche la vérité, elle la cherche par approximation successive. Et elle doit produire des hypothèses et des modèles réfutables. Peut-être que toutes mes images dans 5 ans, on peut les mettre à la poubelle. Et j'en serai très heureux, parce que ça veut dire qu'on en aura des bien meilleurs. Mais ça reste, la science est dans le registre de la nature. C'est pour ça que je disais que la théologie devra peut-être habiter ce bâtiment dans 20 ans, parce que la science, c'est la physique des anciens Grecs. C'est la connaissance de la nature, quelle qu'elle soit, même si c'est la nature de l'esprit, quelque part. Alors que la métaphysique, très précisément, est au-delà de la physique, et qu'elle est plus dans l'inconnaissable que dans le futur connu. Pour ça que tous mes modèles, c'est du connu, et peut-être du futur connu, mais ça n'a encore rien à voir avec l'inconnaissable. C'est pour ça que le Cusin avait bien raison de dire que nous devons cultiver la docte ignorance. Donc je vous remercie pour la question.
Ce que tu dis de la vérité comme approximation en science fait écho à ce que disait Francesco Pepe ici, lors de son intervention. Oui. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Vous avez invité le professeur Waterloo à éventuellement prendre des LSD pour essayer de changer et ne pas rester le même. En quoi le changement ne serait que positif et pas négatif? Parce que quand on parle de changement de soi, je veux dire, ça peut aller dans un sens ou dans un autre. Et d'ailleurs, quelle est la différence entre l'électrochoc et le remaniement par rapport à ces produits psychotropes? Je répéterai la question. Pardon, excusez. On ne vous comprend pas bien devant. Alors, excusez-moi, le micro n'est pas bien placé. D'accord, donc récapitulons la question. Donc, qu'est-ce qui fait la distinction, enfin, qu'est-ce qui distingue l'élément de l'électrochoc avec celui des psychotropes comme le LSD? Et juste au-dessus de cela, le cerveau est composé de matière et en même temps d'énergie avec l'électricité qu'il génère lui-même. Donc, est-ce qu'il y a un rapport particulier entre l'énergie électrique et l'esprit dans ce lien avec le cerveau? Merci. Alors, peut-être commencer par la fin de votre question. Le cerveau, c'est donc une galaxie de neurones qui sont quasiment connectés à l'infini les uns avec les autres. Donc, un support matériel, ce sont des cellules avec des parois de phospholipides, avec un noyau, de l'ADN, enfin tout ça. Et après, il y a des neurotransmetteurs qui transmettent de l'information de neurone à neurone en permettant des échanges électriques le long des membranes, ce qui accélère la vitesse de la communication dans le système. Donc, si vous voulez, on ne peut plus séparer le matériel de l'énergétique dans le cerveau, parce que chaque fois qu'il y a une information, ça crée de la connexion et vice-versa. D'ailleurs, on dit en anglais « neurons who fire together, wire together ». Ça veut dire que les neurones qui déchargent ensemble et qui font des conversations entre eux se connectent. Donc la matière et l'énergie dans le cerveau, c'est deux choses identiques sous une autre forme. Est-ce que sur ce point-là, j'ai répondu? Après, vous posez la question, la différence entre l'électrochoc et le LSD. Oui, bien sûr, c'est facile à répondre au premier plan. Parce que dans l'électrochoc, on sait les doses, les voltages, les ampères, les machins qui passent à travers le cerveau à certains endroits, qui sont les endroits malades, parce on connaît assez bien l'imagerie fonctionnelle de la dépression sévère. C'est une des maladies qu'on connaît le mieux au niveau de l'imagerie fonctionnelle. Donc là, on sait qu'en activant les zones qui sont inhibées, on peut dégager quelque chose de l'ordre de la résilience biologique de ces zones-là. Mais c'est très spécialisé, c'est très localisé, c'est pour quelques indications. Maintenant, est-ce que Ghislain doit prendre du LSD? Ça, c'est important. Vous m'avez donné une ordonnance et je suis à la fois attiré et inquiété. Alors, vous posez une question que je n'ai pas abordée parce que j'avais que 3/4 d'heure, mais dans le fond, est-ce qu'il y a des indications et des contre-indications aux psychédéliques? Et ça, c'est très important puisque aujourd'hui, nous sommes le seul pays où il y a une prescription médicale qui est licite et qui est soumise à autorisation de l'Office fédéral. Donc, on doit faire super gaffe à ce qu'il n'y ait pas des patients qui auraient des contre-indications qui entrent dans le système. Heureusement, il y a assez peu de contre-indications. Il y en a, si vous êtes dans un délire schizophrénique, ce n'est pas une bonne idée de bouffer champignons, par exemple. Ça, c'est assez intuitif. Il y a certains médicaments qui font des interactions, mais ça, c'est le problème du médecin de savoir. Et puis, il y a assez peu d'effets secondaires, en fait. Quand on regarde la méta-analyse des effets secondaires sur les psychédéliques, c'est très safe. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires dans la prescription de psychédéliques que de celle de l'héroïne, dont j'étais un des pionniers en Suisse romande. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que Ghislain va changer? Vous savez, vous avez vu Laurel et Hardy, quand ils sont soldats, ils sont séparés par le Sahara pendant je ne sais pas combien de mois, puis ils se retrouvent après tout contents. Et puis l'un dit à l'autre, « Oh Stanley, tu as beaucoup changé, mais tu es toujours le même. » Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que
il y a quelque chose de permanent dans nos personnalités, et il y a des zones plus ou moins mises en valeur, exploitées, cultivées. Les amis qui travaillent avec ces substances, avec des patients, disent que quelqu'un n'a pas de vie spirituelle et qui prend des substances comme ça, et voilà, c'est pas génial ce qu'il produit. Hein. Voilà, il y aura peut-être un peu des couleurs, et puis voilà. Hein. Par contre, des gens, vous voyez que par exemple l'histoire de Christopher Bach, qui était professeur de sciences des religions, et qui fait 73 séances de LSD, alors qu'il connaît toutes les religions, toute l'histoire de l'humanité, c'est tout autre chose. Ça lui permet de déployer une conscience modifiée, une conscience augmentée, mais sur des intérêts de base qu'il avait déjà. Si Ghislain prend du LSD, qu'est-ce que tu vas nous faire, Ghislain? Du jazz ou bien? Non, mais il va rester un bon théologien, je suis sûr. Mais par contre, il aura peut-être quelques intuitions, ou peut-être qu'il pourra arrêter de picoler en cachette, là, quand il sort de l'Uni, parce que ça permet d'arrêter de boire, les psylos. Ça, c'est assez bien. Non, mais là, je rigole, hein, je ne crois pas que tu boives. Il faut quand même que je le dise. Alors, merci. Nous avons encore le temps pour une question. Oui. Est-ce que finalement... Micro. Est-ce que finalement, vous ne vous retrouvez pas un peu dans Spinoza, Ah! qui, au niveau de Dieu, le considère partout, et nous dans tout, et lui dans tout, lui-même étant... Bon, il fabriquait des verres de lunettes, mais enfin bon... Accessoirement. Accessoirement, oui. Mais il me semble, dans votre réflexion, qui rapproche la science et la spiritualité, qu'on retrouve un peu la pensée de Spinoza. Oui, alors écoutez, je vous remercie, c'est une excellente question. Je me suis beaucoup intéressé à la gnose, à cause de Jung notamment, et la table d'émeraude. Vous savez, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Microcosme et macrocosme, ce sont des choses qui sont assez répandues dans les mouvements ésotériques, etc. Mais Spinoza, il va plus loin, parce qu'il fait une analogie, ou une homologie, ou peut-être les deux, entre la structure de l'univers et la structure de l'esprit humain. Et moi, je dirais que Spinoza est le premier neurothéologien, parce qu'il est convaincu que ce qu'il y a d'incompréhensible dans l'univers, c'est qu'il est compréhensible. Einstein. Oui, Spinoza est le premier neurothéologien. Il a cette conviction de la correspondance entre le macrocosme et le microcosme, entre l'univers et l'univers de l'humain, de l'homme. Oui, chaque cerveau humain est un univers. Et ils sont tous différents les uns des autres. 8 milliards de bipèdes sur cette planète, 8 milliards de cerveaux différents. Et pourtant, ils sont tous semblables. Quel paradoxe. Vous avez déjà vu la neige qui tombe? Tous les flocons sont différents sous le microscope. Et pourtant, on dit la neige. Mais pour être spinoziste et chrétien jusqu'au bout, moi je pense que cette figure de Teilhard de Chardin, la figure du Christ cosmique, c'est l'archétype de l'anthropos chez Jung. Moi je pense que c'est vraiment l'humanité rassemblée, réconciliée dans ce qu'elle a de plus beau. C'est le nirvana chez les bouddhistes, le paradis d'Allah chez les musulmans, le royaume chez les chrétiens. Et dans le fond, c'est cette accumulation de vie incarnée qui construisent l'arbre de vie du cosmos. Et probablement que l'univers possède des milliards de planètes comme la nôtre. Dans le fond, un créateur qui crée des créatures qui sont co-créateurs. Waouh, quel challenge! Magnifique! Vive la vie! Merci beaucoup. Un très grand merci, Jacques Besson. La semaine prochaine, nous accueillerons Xavier Dayer qui viendra nous parler, cette fois du rapport entre vérité et expérience esthétique. Donc après le droit, après la neurobiologie, neurothéologie, eh bien, la question de l'esthétique et de la beauté. Et le rapport à la vérité et à la théologie par les questions que nous lui poserons.